Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la séance du jeudi 23 avril et aujourd'hui on va découvrir un nouveau pays ensemble. On va découvrir la Russie. Alors la Russie c'est un peu particulier parce que c'est un pays qui est immense, on va le voir sur la carte juste après. Et donc c'est un pays qui est à la fois en Europe et en Asie, il est sur 2 continents. Mais comme il fait partie de l'Europe, on peut le travailler aujourd'hui. Donc première chose, on va voir où se trouve l'Asie sur notre carte du monde. Alors, c'est un peu... Voilà. Alors l'Asie, tu vois, c'est cet immense pays rouge ici. On le voit écrit ici, Russie. C'est ce grand pays rouge qui fait donc partie à la fois de l'Europe, qui est là, le continent de l'Europe, et à la fois de l'Asie, continent d'Asie, qui est ici. Et donc c'est un pays qui est très très grand, mais il est tellement grand qu'il est peu peuplé, parce que les gens sont très espacés, c'est tellement des grands espaces, avec des grandes montagnes, il fait très froid aussi. Donc c'est un pays qui est très grand mais peu peuplé. Donc voilà pour la Russie sur la carte. Alors je vous ai amené un petit livre à vous montrer qui raconte la vie d'enfants qui vivent en Russie pour voir si c'est un petit peu comme ici ou si c'est très différent. Alors ici déjà vous pouvez voir le drapeau de la Russie, donc qui est 3 bandes blanc, bleu, rouge. Voilà. Et puis on peut aussi apprendre ensemble comment dire bonjour en russe. Peut-être que quelqu'un le sait déjà. Bonjour en russe, ça se dit Privyet. Donc tu peux essayer de t'en rappeler, comme ça tu sauras dire bonjour en russe. Privyet. Alors on nous dit que la Russie déjà, c'est un pays très grand, donc comme je le disais, et ça fait 17 millions de kilomètres carrés. Tu imagines 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire environ 30 fois la France. Donc c'est vraiment immense. Et il y a 145 millions d'habitants. 145 millions. Alors, on va découvrir la vie de Sacha. Sacha, cette petite fille ici, on voit, elle habite à Moscou. Et les habitants de Moscou, on les appelle les moscovites. Et donc, je vais vous lire Sacha ce qu'elle nous dit. Donc Sacha, elle a 11 ans et elle habite avec ses parents à Moscou. Moscou, c'est la capitale de la Russie. Et comme la majorité des enfants de Moscou, les moscovites, Sacha habite à la périphérie de la ville, à 3/4 d'heure de métro de la place Rouge, c'est la plus grande place du centre-ville. Et son vrai prénom, c'est Alexandra. Elle ne s'appelle pas Sacha, elle s'appelle Alexandra. Mais les Russes, ils ont l'habitude d'utiliser des diminutifs. Et celui de Sacha, il est très courant et il peut être porté autant par une fille que par un garçon. Je vais vous montrer une photo de Moscou. Voici ici une photo par exemple d'un endroit à Moscou. Donc on a des grands bâtiments. Ici on a une grande église. On reviendra dessus tout à l'heure quand on fera l'œuvre du jour. Et voilà. Et alors qu'est-ce qu'elle nous dit Sacha sur Moscou? Eh bien elle nous raconte l'histoire de Moscou. Elle nous dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a subi de gros bombardements et donc elle a été complètement détruite. Et donc il a fallu tout rebâtir après la guerre. Et il y avait du coup beaucoup de logements détruits, donc c'était très compliqué d'habiter à Moscou. Et donc pendant longtemps, les grands-parents de Sacha, ils ont habité dans un petit appartement communautaire. C'était des appartements qui étaient partagés entre plusieurs familles puisqu'il n'y avait plus assez de logements pour pouvoir loger tous les habitants de Moscou. Et donc, c'est-à-dire qu'il chacun avait une petite pièce, mais la cuisine était commune, la salle de bain était commune, etc. Et elle nous dit que ça a permis de créer des forts liens de solidarité entre les moscovites parce que comme ils habitaient tous ensemble dans des petits appartements, eh bien ils sont devenus très amis, en fait très solidaires. Et ensuite, au début des années 1960, eh bien, le gouvernement il a lancé un grand programme de construction d'habitation, donc ils ont construit plein de logements et ainsi les grands-parents de Sacha ont pu habiter donc, dans leur propre petit appartement et ça a résolu le problème des logements. Et il faut aussi savoir, elle nous parle du métro à Moscou, le métro moscovite. Eh bien c'est un métro qui est particulier parce que il est beaucoup moins ancien que celui de Paris ou de Londres qui sont des très vieux métros. Il a été construit dans les années 1930, donc ça vous semble très loin, mais c'est beaucoup moins ancien que les métros de Londres et de Paris. Et en fait, ils sont très décorés les métros. Je vais vous mettre une photo qui s'affiche à l'écran. Ils ont un thème décoratif, voilà, et donc c'est sculpté, voilà, il y a des grandes décorations dans les métros.
Voilà, donc il y aurait plein d'autres choses à dire, mais on va passer à autre chose. Ah, juste avant, je voulais vous montrer un objet particulier donc, qui vient de Russie. Peut-être que vous le connaissez. Il s'agit, oui, des poupées russes. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est une poupée russe. Alors, je mets tout de suite une petite vidéo à l'écran qui va vous montrer comment et qu'est-ce que c'est que cette petite poupée russe. C'est parti. Alors voilà l'objet que je voulais vous montrer, c'est donc cette petite poupée russe. Donc je vais l'ouvrir et en même temps je vais vous raconter l'histoire de ces petites poupées. Alors ces petites poupées, elles sont d'origine russe. C'est un jour un artisan qui a commencé à créer ces petites poupées. Alors en fait, il s'est inspiré des poupées asiatiques, des poupées japonaises qui représentaient les dieux. Il y avait la grande poupée qui était la poupée du dieu d'un dieu très connu au Japon. Et ensuite, comme tu peux le voir, à l'intérieur se trouvaient 7 autres petits dieux emboîtés les uns dans les autres. C'est la particularité de ces poupées russes qu'on appelle aussi des matryoshkas. C'est des petites poupées qui contiennent d'autres petites poupées et qui sont peintes à la main. Et donc je disais, cet artisan, il a fabriqué des petites poupées où il a fait la maman qui des fois, voilà, ici elle tient un pot de confiture, voilà, des fois elle cuisine, etc. Et dans le ventre de la maman, il y a tous les petits enfants. Alors des fois il y en a 7, moi c'est une poupée russe à seulement 5 petites poupées, mais il y en a parfois des plus grandes. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, ça a été vendu dans un magasin de jouets et très vite, il y a de nombreux artisans qui ont créé ces petites poupées peintes à la main. Et c'est devenu très très connu en Russie. Voilà, et à la fin, on a le tout petit. Donc tu peux te souvenir que ces petites poupées s'appellent les matryoshkas. Et peut-être d'ailleurs que tu en as chez toi, si quelqu'un en a ramené, ou même si tu as pu en trouver quelque part, ou si tu es peut-être allé en Russie. Voilà. Alors maintenant que vous avez vu cet objet particulier qu'est les poupées russes, je vais le remettre ici, hop. Eh bien, nous allons passer au problème de maths. Maintenant vous avez l'habitude, on fait ça chaque jour. On va faire un problème de mathématiques ensemble. Alors tu prends une feuille de brouillon ou bien ton cahier de brouillon et je vais te dicter le problème et tu vas essayer de le résoudre. On rappelle les 3 étapes pour résoudre un problème. Oui, en premier, il y a le schéma, c'est-à-dire qu'on fait un petit dessin, un petit schéma pour nous aider à bien comprendre le problème et à voir comment le résoudre. Ensuite, on fait un calcul très important, schéma, calcul, et on termine par la phrase réponse. C'est très important, sinon le problème, on risque de se tromper, de faire des erreurs. Et pour résoudre correctement un problème, il faut qu'il y ait ces 3 étapes de visible. Sinon, la maîtresse ou le maître ne peut pas savoir comment tu as résolu ton problème si par exemple tu mets juste le chiffre de la réponse, mais pas dans une phrase, que tu n'as pas mis le calcul ou que tu n'as pas fait le schéma. On ne peut pas savoir si tu as correctement compris le problème ou si c'est un coup de chance si tu as trouvé la bonne réponse. Tu es prêt? Tu as ton stylo? C'est parti, je vais lire le problème. Dans un magasin, il y a 350 poupées russes. Il y a 125 poupées rouges, 75 poupées bleues et des poupées jaunes. Combien y a-t-il de poupées jaunes? La question c'est combien y a-t-il de poupées jaunes? Je vais le relire une fois parce qu'il y avait des gros chiffres à se rappeler et ça va aussi s'afficher à l'écran. C'est parti, n'oublie pas de prendre les notes des infos importantes. Dans un magasin, il y a 350 poupées russes. Donc là, il y a un nombre important. Il y a 125 poupées rouges et 75 poupées bleues. Et le reste des poupées sont jaunes. Combien y a-t-il de poupées jaunes? Donc tu peux mettre pause sur la vidéo pour pouvoir tranquillement répondre au problème avec les 3 étapes, schéma, calcul, phrase, réponse. Et nous, on va voir la correction ensemble en vidéo. N'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de temps pour correctement écrire les 3 étapes. Et nous, on va faire ensemble la réponse. Alors, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné, donc j'ai fait un schéma qui représentait les 350 poupées russes, puisqu'on nous dit que ce magasin vend 350. Je l'ai utilisé avec les grands carrés pour les centaines et les petites dizaines qui sont les petits rectangles allongés, les bâtons, qui contiennent 10 unités. Chaque dizaine contient 10 unités. Et donc, j'ai fait 350. Ensuite, on nous disait qu'il y avait 125 poupées rouges.
j'ai colorié un carré de centaine en rouge, ainsi que 2 dizaines pour faire 20, et la moitié de 10 qui est 5. J'ai donc mis 125 poupées rouges. Ensuite, on nous disait qu'il y avait 75 poupées bleues. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si je prenais une centaine, c'était trop grand. Donc, j'ai pris la moitié. Je sais que la moitié de 100, c'est 50. Mais il me manquait encore pour arriver à 75. Alors, j'ai pris 10 et 10, 50, 60, 70. Et il ne me manquait plus que 5. Donc, 75 poupées bleues. Et enfin, j'ai colorié le reste en jaune puisqu'on nous disait qu'il avait des poupées rouges, des poupées bleues et des poupées jaunes parmi les 350 poupées. Et donc, il ne me restait qu'un carré jaune, un carré de centaine et une moitié de 100. J'avais donc déjà ma réponse avec le schéma. Mais on doit toujours écrire le calcul. Alors, on va faire le calcul ensemble. D'abord, j'ai ajouté les poupées rouges et les poupées bleues pour savoir combien ça faisait. 125 plus 75, ça fait 200. N'hésite pas à poser l'addition si tu en as besoin, cela permettra de t'entraîner. Ensuite, on me demandait combien il y avait de poupées jaunes. Les poupées jaunes, c'était donc le reste, puisqu'on avait parmi les 350 des rouges, des bleus et des jaunes. Si j'ai trouvé les rouges et les bleus, je dois faire une soustraction pour trouver ce qu'il reste. J'ai donc fait 350 moins 200, puisque c'est le nombre que j'avais trouvé. Et j'ai donc trouvé 150. Et on peut vérifier sur le schéma qu'on a bien une centaine et la moitié de 100. 100 plus 50 égale 150. Et j'ai terminé par ma phrase réponse. Il y a 150 poupées jaunes. Donc j'espère que tu as bien réussi à faire ce problème. Tu vois, depuis lundi, on fait des problèmes avec une double opération. Il y a souvent d'abord une addition, puis une soustraction. Donc très bien si tu as réussi. Et maintenant qu'on a fait ça, on va passer à une petite leçon de français. On va travailler sur une notion qu'on a déjà vue en classe, c'est sur une catégorie de mots. Et je ne vais pas tout de suite te dire laquelle. Je vais commencer par te lire un petit texte. Ensuite, je te l'afficherai à l'écran. Il y aura des mots qui seront encadrés et je vais te demander de me dire quels sont ces mots, à quelle catégorie ils appartiennent. Est-ce que c'est des noms, des verbes, des déterminants, etc. Tu es prêt? C'est parti, écoute bien. Mon histoire, mon petit texte, il s'appelle Le monstre du placard. Chez mon copain Pierre, il y a un énorme monstre caché dans le placard, explique Bruno à sa petite sœur Clara. Maman dit que les monstres, ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Il a 6 pattes avec des griffes crochues, une longue queue verte. Et sa tête, elle est comment? Demande Clara. Il a une grosse tête affreuse avec 3 yeux brillants et des grandes dents pointues. Et il crache de la bave jaune. Et son ventre? Il a un gros ventre. Sur le dos, il a 2 grandes ailes noires. Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre? Demande Bruno. Dans ce petit texte qui s'affiche à l'écran, tu vois, il y a des mots qui sont encadrés. On va les lire ensemble. Énorme, crochue, longue, verte, grosse, affreuse, brillant, grande, pointue, jaune, gros, grande et noire. À ton avis, que sont ces mots? Qu'est-ce que ces mots? À quelle catégorie ils appartiennent? Oui, je pense que tu l'as trouvé, ce sont des adjectifs. Des adjectifs, on peut voir dans ce texte que c'est une description du monstre. On nous dit comment sont ses pattes, comment est sa tête, comment est son ventre, comment est son dos. C'est le mot important, c'est comment. Comment est ce monstre? Et donc les adjectifs, ça permet de dire des infos, de donner des informations sur le physique du monstre, sur le caractère, c'est comment est ce monstre. Donc ça qualifie le monstre. Et le monstre, si je dis ce monstre, qu'est-ce que c'est comme mot? Oui, monstre, c'est un nom. Ce, c'est le déterminant. Un monstre, le monstre, des monstres, on peut le changer. Et comme on peut mettre un déterminant avant, eh bien monstre, oui, c'est un nom commun. Et les adjectifs permettent de dire, de qualifier, de dire comment est le nom. On peut dire un monstre jaune, vert, grand, petit, gros, énorme, gentil, méchant. Voilà, ce sont tous ces mots qui donnent des informations sur comment est le monstre. Tu comprends? Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Je vais afficher à l'écran une image
Voilà. Et j'aimerais que tu me fasses une petite phrase, ou en tout cas un groupe nominal, c'est-à-dire un déterminant, un nom et un adjectif pour me dire comment est ce qui est affiché au tableau, à l'écran. Qu'est-ce que c'est? Je te laisse un petit instant pour réfléchir. Tu peux l'écrire sur ton cahier si tu veux, pour me décrire comment est cet objet. Oui, par exemple, on aurait pu dire c'est une pomme verte. Une pomme verte. Quel est l'adjectif dans cette phrase? Oui, c'est verte, une déterminant, pomme le nom. Voilà, c'est une pomme. C'est comme ça que ça se nomme, une pomme. Et comment elle est verte. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter aussi? Une grosse pomme verte. Ou même, peut-être que quelqu'un a mis, une grosse pomme verte brillante et lisse. On peut rajouter jusqu'à 4 adjectifs. On pourrait même en trouver d'autres. Une grosse pomme ronde, lisse, brillante. Tous ces mots nous donnent des informations sur la pomme. Ce sont des adjectifs. Allez, on en fait une autre. Je t'affiche celle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette pomme? Puisqu'on sait maintenant que c'est une pomme, c'est le nom. Nous, on voudrait rajouter des adjectifs. Oui, petite, par exemple. Rouge, une petite pomme rouge. Toujours ronde. Une petite pomme rouge et ronde. Allez, on fait une dernière ensemble. Voici celle-là. Alors, sur celle-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Essaye de trouver des adjectifs pour décrire cette pomme. Abîmée, par exemple. Une pomme abîmée. Une vieille pomme. Une pomme pourrie. Tous ces jets-là, on est passé sur des adjectifs qui sont, tu vois, des adjectifs, ça me fait faire la grimace, ce sont des adjectifs qui sont négatifs. Tout à l'heure, on avait une belle pomme rouge, brillante, lisse. Là, on est sur une pomme qui est abîmée, périmée, qui est mauvaise, une mauvaise pomme. Mais ce sont également des exercices ensemble. Je vais te demander de chercher les contraires des mots que je te donne. Tu es prêt? Je voudrais que tu trouves le contraire de grand, de l'adjectif grand. Quel est le contraire de l'adjectif grand? Oui, c'est petit. Ce sont tous les deux des adjectifs contraires. Petit et grand. Un petit peu plus compliqué, quel est le contraire de minuscule? Non, ce n'est pas grand. Ah oui, grand est un contraire de minuscule, mais moi je cherche un autre mot. Oui, immense par exemple. Immense, gigantesque, ce sont les contraires de minuscule. Et on va faire un dernier ensemble. Quel est le contraire de gentil? Oui, le contraire de gentil, c'est méchant. Donc souvent, les adjectifs ont leur contraire. Grand, petit, minuscule, immense, gentil, méchant. Et plein d'autres, bien sûr. Beau, laid, etc. On va faire un petit exercice ensemble avant de passer à un atelier. Alors, quand je te dis le groupe nominal, un grand garçon, peux-tu m'écrire sur ton cahier quel est l'adjectif dans la phrase? Un grand garçon. Oui, l'adjectif dans la phrase c'est grand, puisque un c'est le déterminant, garçon c'est le nom, et il reste grand qui est l'adjectif. Il nous dit comment est le garçon? Eh bien, il est grand. Et maintenant, si je veux dire que c'est une fille, comment va changer ma phrase? Une grande fille. Est-ce que tu as remarqué ce qui a changé? Eh bien, grand est devenu grande. Oui, il y a un E qui s'est rajouté à la fin de grande. Eh bien, parce qu'il faut savoir que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'accorde en genre, c'est-à-dire qu'il s'accorde au masculin et au féminin. Ici, un garçon, c'était masculin, on avait grand. C'est passé à une grande fille. Fille, c'est féminin. Et bien, pour former le féminin des adjectifs, on rajoute un E. Ça s'accorde si c'est au masculin, l'adjectif sera au masculin. Si le nom est au féminin, l'adjectif sera au féminin. Une grande fille. Des fois, le mot change carrément. Un beau garçon, une belle fille. On le passe au féminin. Mais je t'ai dit autre chose, je t'ai dit que ça s'accordait aussi en nombre. Eh bien, ça s'accorde en nombre, c'est-à-dire que ça s'accorde au singulier ou au pluriel. Je t'affiche à l'écran une image, une petite leçon. C'est celle qui est sur mon tableau. Alors, regarde ce qu'il y a écrit. Nous avons le grand méchant loup,
Ici, on a deux adjectifs en orange qui sont grand et méchant. Le loup est comment? Il est grand et méchant. Et dessous, on a une autre phrase, on a les petits cochons roses. Tu vois, le grand méchant loup, c'était au singulier. On a un seul loup. Tu le vois sur l'image. Et à côté, on a trois petits cochons, les petits cochons roses. On a toujours deux adjectifs que sont petits et roses. Comment sont les cochons? Ils sont petits et roses. Et je ne sais pas si tu le vois bien à l'image, mais il y a quelque chose en rouge. Oui, il y a un S à cochon, déjà, mais aussi à petit et rose. Est-ce que tu sais pourquoi il y a ce S? Oui, parce que le déterminant est au pluriel. Les, il y a trois cochons, il y en a plusieurs. Et tu sais maintenant que quand on veut mettre un nom au pluriel, eh bien on lui rajoute un S. Eh bien pour les adjectifs qui l'accompagnent, c'est la même chose. On rajoute également un S. Ça s'accorde au pluriel. C'est pour ça qu'il y a un S à petit et un S à rose. Les petits cochons roses. Donc ça, il faut absolument que tu t'en souviennes. Les adjectifs s'accordent en genre et en nombre, selon comment est le nom. Si le nom est au féminin, l'adjectif sera au féminin. Si le nom est au masculin, l'adjectif sera au masculin. Pareil pour le singulier et le pluriel. Maintenant qu'on a fini la leçon de français sur les adjectifs, eh bien on va passer au rituel que l'on fait maintenant à chaque séance. C'est le rituel de l'œuvre du jour. Et je t'en parlais au début de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir la grande église de Saint-Pétersbourg. C'est une église qui est particulière. Donc je t'affiche l'image à l'écran qui se trouve donc en Russie puisque Saint-Pétersbourg est une ville de Russie. C'est une église particulière puisque tu le vois à l'écran, elle est très colorée. Elle est construite d'une manière particulière avec des grandes colonnes, des toits qui sont arrondis, etc. Et cette église s'appelle l'église de Saint-Sauveur sur le sang versé. Alors un nom très long, des fois on l'appelle juste l'église sur le sang versé ou l'église de Saint-Sauveur. Et elle a été construite en 1883, donc ça fait bien longtemps. Voilà, elle est très connue cette église puisqu'elle a une architecture, tu vois, qui est très particulière. Elle est très colorée, elle a une architecture très arrondie avec des grands dômes et il y a énormément de gens qui se déplacent en Russie pour aller visiter cette église si particulière. Voilà, donc c'est l'œuvre du jour qu'on a découvert aujourd'hui. C'est donc, aujourd'hui on a découvert un monument. Parfois on découvre des peintures, parfois des musiques comme on l'a fait mardi. Voilà, aujourd'hui c'est ce monument particulier en Russie que je voulais te montrer. Et avant de terminer, eh bien, je vais te lire une petite histoire russe. C'est un conte typique russe, un conte populaire de Russie qui s'appelle Ivashka et la sorcière. Alors, je te lis derrière le résumé. Ivashka et la sorcière est un conte populaire qui te permet de découvrir les instruments de musique de la Russie à travers une promenade dans les 5 continents. Un jour, le petit Ivashka décide d'aller pêcher seul de beaux poissons pour ses parents. Mais la sorcière Baba Yaga rôde près de la rivière. Ça, c'est le résumé de l'histoire. Donc, il est question d'un petit garçon qui s'appelle Ivashka et d'une sorcière Baba Yaga. Peut-être que tu connais Baba Yaga, c'est un personnage très populaire en Russie. C'est la sorcière Baba Yaga. On le voit sur le livre là-bas aussi, c'est Baba Yaga. Et c'est une sorcière très connue en Russie. Alors c'est parti. Il était une fois un homme et une femme qui n'avaient qu'un petit garçon prénommé Ivashka. Un jour, Ivashka demanda à ses parents « Laissez-moi aller à la pêche. »« Tu es bien trop petit, Ivacheka. Tu risquerais de te noyer. » Vous vous rappelez, on a dit que souvent j'utilisais des petits surnoms, des petits noms qui sont différents. Et là, il l'appelle Ivacheka. « Non, je ne me noierai pas. Je pêcherai de beaux poissons pour vous. Je vous en prie, laissez-moi y aller. » Et là, hop, on a Ivashka. Alors sa mère lui mit une chemise blanche, lui noua une ceinture rouge autour de la taille et l'accompagna au bord de la rivière. Ivashka s'assit dans une barque et dit « Barque, barque, flotte au loin !» Et la barque flotta très loin. Et Ivashka se mit à pêcher. Au bout d'un moment, sa mère l'appela du rivage. « Ivacheka, mon petit gars, sur la rive près des sapins, viens manger si tu as faim. » Ivashka entendit la voix de sa mère et dit « Barque, barque, flotte jusqu'au rivage, c'est ma mère qui m'appelle. » Et la barque flotta jusqu'au rivage.
La mère prit les poissons qu'Ivashka avait pêchés. Elle lui donna à manger et à boire, puis le laissa repartir. On voit sa maman ici qui appelle Ivashka qui se trouve ici. À nouveau, la barque flotta au loin et Ivashka se remit à pêcher. Un peu plus tard, son père l'appela du rivage. Ivashka l'entendit et dit « Barque, barque, flotte jusqu'au rivage, c'est mon père qui m'appelle. » Et la barque flotta jusqu'au rivage. Le père prit les poissons, donna à manger et à boire à Ivashka, puis le laissa repartir. Cette fois-ci, c'est son père. Or, la sorcière Baba Yaga entendit comment le père et la mère appelaient Ivashka. Pour attraper le garçon, elle se mit à l'appeler du rivage avec sa vilaine voix. « Ivashka, mon petit gars, sur la rive près des sapins, viens manger si tu as faim. » Ivashka entendit que ce n'était pas la voix de sa mère, et aussitôt il dit « Barque, barque, flotte au loin, c'est une sorcière qui m'appelle. » On a la sorcière ici. Mais il a reconnu que ce n'était ni sa mère ni son père. Baba Yaga courut alors chez le forgeron et lui demanda « Forgeron, forge-moi une jolie voix comme celle de la mère d'Ivashka, sinon je te croque. » Le forgeron lui forgea aussitôt la voix qu'elle demandait. Comme la nuit tombait, la sorcière retourna sur le rivage et appela « Ivashka, mon petit gars, sur la rive près des sapins, viens manger si tu as faim. » Ivashka, croyant que c'était sa mère, ordonna à la barque de flotter jusqu'au rivage. Dans l'obscurité, Baba Yaga prit les poissons, saisit le garçon et l'emmena dans sa maison chez elle au fond des bois. Là, c'est lorsqu'elle va voir le forgeron. « Alanka, ordonna la sorcière à sa fille, fais chauffer la poêle et mets Ivashka à rôtir. Je vais inviter mes amis. » Alanka fit chauffer la poêle. Elle saisit une grande pelle et dit à Ivashka, « Viens, assieds-toi sur la pelle. »« Je suis encore petit et bête, répondit Ivashka. Montre-moi comment je dois faire. »« D'accord, dit Alanka. » Mais à peine fut-elle assise sur la pelle qu'Ivashka la poussa dans le poêle et l'y enferma. Il s'enfuit bien vite, referma la porte à clé derrière lui, puis grimpa dans un grand chêne. Lorsque Baba Yaga revint avec ses invités, elle trouva la porte fermée. « Ah, maudite Alanka, elle est sûrement partie s'amuser. » La sorcière passa par la fenêtre et ouvrit à ses amis. Dès qu'ils eurent pris place à table, elle sortit le rôti du poêle. Tous mangèrent et burent gaiement. Une fois rassasiée, la sorcière courut dans le jardin. « Je vais me rouler dans l'herbe, dit-elle, je vais danser, je vais chanter tellement je me suis régalée du rôti d'Ivashka. » Du haut de son grand chêne, Ivashka répliqua « Non, du rôti d'Alanka. » Vous vous rendez compte ce qui s'est passé? La sorcière regarda en l'air et aperçut Ivashka caché dans le chêne. Furieuse, elle commença à escalader l'arbre. Elle atteignait presque Ivashka quand celui-ci vit passer des oies sauvages au-dessus de sa tête. Il les appela. « Oies sauvages, emmenez-moi sur vos ailes. Ramenez-moi chez mon père et ma mère, là où il fait bon vivre au bord de la rivière. » Une des oies se posa sur l'arbre et prit Ivashka sur son dos. Les oies volèrent toute la nuit, et au petit matin, elles déposèrent Ivashka dans le grenier de sa maison. Sa mère faisait des crêpes. Lorsqu'il y en eut assez, elle appela son mari. « Allez, viens qu'on partage les crêpes. Une pour toi, petit père, une pour moi. »« Et moi » cria Ivashka. « Qu'est-ce que c'est, petit père? Viens donc voir là-haut. » Aussitôt, le père monta au grenier et trouva son fils. Depuis ce jour-là, ils vécurent heureux tous les trois. Et plus jamais la sorcière Baba Yaga ne s'approcha de la rivière lorsqu'Ivashka y pêchait. Et voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Alors, juste avant de se quitter, je te propose un petit défi comme je le fais à chaque fin de séance. Alors, le petit défi d'aujourd'hui, ça s'appelle la peinture magique.
Je te mets tout de suite la vidéo à la suite puisque c'est la vidéo qui est disponible sur la chaîne. Donc il te suffit, je te mets le lien juste en bas, il te suffit d'aller voir la vidéo pour voir le défi d'aujourd'hui qui est un défi qui va te permettre de travailler la symétrie. Alors je t'en dis pas plus parce que si je te montre le résultat, ce n'est plus une peinture magique. Mais voilà, sache que tu auras seulement besoin d'une feuille et d'un petit peu de peinture. Voilà, je te laisse du coup sur ce défi et nous nous retrouvons demain pour la dernière séance de la semaine.